14 avril 1944. À 13h47, le soldat Jack Riley, accroupi dans un cratère d'obus sur l'île de Bougainville, serrait un javelot qu'il avait taillé dans du bambou et de la ferraille. Le bunker japonais à 70 mètres en amont avait déjà tué 11 hommes ce matin-là. Dans les 4 minutes suivantes, Riley lancerait cette arme primitive 8 fois, toucherait 8 cibles et déclencherait une révolution tactique que le corps des Marines tenterait d'étouffer. Les autres Marines le traitaient de fou. Les officiers le qualifiaient d'insubordonné. Son propre chef d'équipe le considérait comme une charge, mais aucun d'eux ne savait lancer comme Riley. Jack Riley avait grandi dans le quartier de Polish Hill, à Pittsburgh, où son père travaillait au haut fourneau de Jones & Laughlin Steel. La famille vivait dans un appartement de 2 pièces au-dessus d'une boucherie. Jack commença à travailler dans les aciéries à 14 ans, mentant sur son âge. À 16 ans, ses épaules étaient larges après avoir transporté de la ferraille, ses mains calleuses à force de manipuler le laitier en fusion. Mais c'était le lancer qui le définissait, pas le baseball, le javelot. Son grand-père avait pratiqué l'athlétisme dans le vieux pays, lançant la sagaie lors de compétitions villageoises. Il enseigna au jeune Jack la technique ancienne, l'élan, le croisé, la détente explosive. À 18 ans, Riley pouvait atteindre un tonneau à 55 mètres. À 20 ans, il avait remporté des compétitions amateurs dans l'ouest de la Pennsylvanie. Les Marines se moquèrent des javelots. Pour eux, ce qui comptait, c'étaient les fusils, les grenades et l'obéissance aux ordres. Riley s'engagea en janvier 1942, 3 semaines après Pearl Harbor. Le camp d'entraînement de Paris Island révéla son problème fondamental. Il ne pouvait pas suivre une doctrine qu'il jugeait stupide. « Les charges à la baïonnette sont suicidaires », dit-il à son instructeur après avoir vu les recrues trébucher sur le parcours. « Vous remettez en cause les tactiques du corps des Marines, recrues ? Je remets en cause le fait de courir vers des mitrailleuses avec des couteaux au bout d'un bâton, mon lieutenant. » Cela lui valut 1 semaine de corvée supplémentaire, et aussi une réputation. En mars 1944, Riley était avec la 3e division des Marines à Bougainville. L'île était une véritable boucherie. Les forces japonaises avaient fortifié l'intérieur avec des bunkers imbriqués, des trous d'araignées et des positions camouflées qui transformaient chaque avancée en bain de sang. La tactique standard était simple, supprimer le bunker par des tirs de fusil, lancer des grenades, charger à la baïonnette. Cela fonctionnait à l'entraînement. Cela échouait dans la jungle. Les grenades ricochaient sur les troncs d'arbres. Elles roulaient vers le bas. Elles explosaient trop tôt ou pas du tout. Les Japonais construisaient des bunkers avec des ouvertures de tir décalées et des toits renforcés. Une grenade devait atterrir parfaitement à l'intérieur de l'étroite ouverture. Un tir qu'un Marine sur 20 pouvait réussir sous le feu. Riley regardait les hommes mourir en essayant. Le 28 mars, le soldat Tommy Sullivan de Brooklyn avança vers un bunker avec 3 grenades. La première ricocha sur une bûche et explosa sans faire de dégâts. La seconde tomba trop court. La 3e se coinça dans une liane au-dessus de lui. Sullivan regardait encore en l'air quand la mitrailleuse l'abattit. Le 2 avril, le caporal James Jimmy Rodriguez de San Antonio parvint à 15 mètres d'un bunker. Il tira la goupille, lança fort et la grenade ricocha sur l'entrée renforcée. Elle dévala la pente. Rodriguez essaya de courir. L'explosion le frappa dans le dos. Le 8 avril, le sergent Frank Kowalski, de Chicago, mena un assaut d'équipe sur une position au sommet d'une colline. Ils lancèrent 18 grenades. Aucune n'atteignit l'ouverture de tir. Le bunker tua 6 hommes avant que l'artillerie ne le réduise au silence 2 heures plus tard. Riley connaissait Kowalski. Ils avaient partagé des cigarettes, parlé de Pittsburgh et Chicago, discuté pour savoir quelle ville faisait les meilleurs pierogies. Maintenant, Kowalski était enveloppé dans une bâche, attendant l'équipe d'enregistrement des tombes. Le schéma était clair. Les grenades étaient trop imprévisibles à distance. Les Marines devaient s'approcher dangereusement, 15 ou 20 mètres au maximum, pour avoir une chance d'en placer une dans un bunker. À cette distance, les mitrailleuses japonaises les déchiquetaient. Les taux de perte pour les assauts de bunkers dépassaient 40%. Une compagnie perdit 17 hommes en une seule après-midi pour prendre 3 positions.
Les blessés qui revenaient racontèrent la même histoire. Impossible de s'approcher assez. Les grenades n'entraient pas. Les mitrailleuses étaient trop rapides. Riley en parla au lieutenant Hargrove après la mort de Rodriguez. « Mon lieutenant, nous avons besoin d'armes à distance. Quelque chose de précis à 50 ou 60 mètres. » Hargrove semblait épuisé. « Nous avons des grenades, soldat. Les grenades ne fonctionnent pas au-delà de 21 mètres. Elles sont trop légères, trop imprévisibles. Les hommes meurent parce que nous ne pouvons pas toucher les bunkers à une distance sûre. Vous avez une meilleure idée ? Oui, mon lieutenant, des lances. Hargrove le fixa. Des lances. Des javelots, mon lieutenant. Je peux en lancer un avec précision à 70 mètres. Ligne droite, pas de courbe. Assez vite pour traverser les ouvertures de tir. Nous sommes en 1944, soldats. Nous ne nous battons pas avec des lances. Nous mourrons avec des grenades, mon lieutenant. Rompez. Riley salua et partit. Cette nuit-là, il ne put dormir. La conversation tournait dans son esprit, se mêlant aux images de Sullivan regardant la grenade dans les lianes, Rodriguez essayant de distancer l'explosion, le corps de Kowalski dans la bâche. Les règlements étaient clairs. Les Marines utilisaient l'équipement réglementaire. Les armes improvisées violaient les règlements. Mais les règlements étaient écrits par des hommes qui n'avaient jamais vu leurs amis mourir parce qu'une grenade avait mal ricoché. Le 11 avril, Riley prit sa décision. Après l'appel du soir, il partit dans la jungle avec une machette et un briquet Zippo. Il lui fallait du bambou, épais, droit, dense. Il trouva un bosquet à 200 mètres du camp et passa 1 heure à tester des tiges. La plupart étaient trop fines ou trop cassantes. Il coupa finalement une section d'1,20 m de long, de 5 cm d'épaisseur, presque creuse au centre. De retour à son trou d'homme, il travailla au clair de lune. Il tailla le bambou en une hampe grossière, fendit une extrémité et y inséra un morceau d'acier affûté qu'il avait récupéré sur un camion détruit. L'acier provenait de la suspension, dur, élastique, conçu pour résister au stress. Il le fixa avec du fil de fer et testa l'équilibre. Trop lourd à l'avant. La répartition du poids était mauvaise. Il ajusta, rabotant du bois sur la moitié avant, ajoutant du poids à l'arrière avec du fil de fer enroulé. Il le testa à nouveau, sentant le centre de gravité. Mieux. Pas parfait, mais mieux. Le tout lui prit 3 heures. Ses mains étaient recouvertes d'échardes de bambou et de graisse. La lame n'était pas belle, brute, asymétrique, plus un poignard de fortune qu'une pointe de lance. Mais quand il le lança à titre d'essai sur un tronc d'arbre à 10 mètres, il frappa de la pointe et s'enfonça profondément. Il en fabriqua 3 autres cette nuit-là, chacune légèrement différente, apprenant au fur et à mesure. Meilleur équilibre, ligne plus nette, pointe plus aiguisée. À l'aube du 12 avril, il avait 4 javelots cachés dans son trou d'homme. Il savait ce qui se passerait si les officiers les trouvaient, cour martiale pour armes non autorisées, prison militaire probable, retrait du service de combat certain. Le corps des Marines ne tolérait pas les initiatives individuelles, mais il savait aussi ce qui se passerait s'il ne faisait rien. D'autres hommes mourraient en essayant de lancer des grenades dans des bunkers depuis 20 mètres. Le 13 avril, il porta un javelot en patrouille. Personne ne remarqua rien. Les Marines transportaient toutes sortes d'outils improvisés, machettes, gourdins, couteaux faits à partir de baïonnettes. Un morceau de bambou de plus ne se remarquait pas. Cet après-midi-là, le peloton rencontra une position japonaise bloquant une piste de ravitaillement. Bunker standard. Rondin, sac de sable, étroite ouverture de tir. La mitrailleuse à l'intérieur avait un bon champ de tir couvrant la piste et les 2 flancs. Le lieutenant Hargrove demanda des volontaires pour l'assaut. 3 marines s'avancèrent avec des grenades. Riley regarda depuis 40 mètres à l'arrière. Le premier marine lança. La grenade heurta un arbre et ricocha à gauche. Le second lança plus fort. La grenade passa au-dessus du bunker. Le 3e marine se rapprocha, 25 mètres, et lança droit. La grenade atterrit devant l'ouverture et explosa. De la terre et des éclats, mais la mitrailleuse continua de tirer. Les 3 marines revinrent sains et saufs. Personne ne mourut, mais personne ne résolut le problème non plus. Hargrove demanda un appui d'artillerie.
Ils attendirent. Riley regarda le javelot dans ses mains. « 70 mètres, dit-il à Hargrove. « Pouvez-vous vraiment le faire ?» Il avait touché des tonneaux à 55 mètres à Pittsburgh, mais c'était en temps de paix. Pas de stress, sol stable. Là, c'était la jungle, la boue, l'adrénaline et une cible de 20 cm de large. Mais le calcul était bon. Un javelot vole droit, pas de courbe comme une grenade, pas de ricochet, juste de la vitesse et une trajectoire. S'il lançait droit, il irait là où il visait. Il se leva. « Soldats, baissez-vous !» ordonna Hargrove. « Mon lieutenant demande la permission d'essayer quelque chose. » Négatif. L'artillerie arrive. « Mon lieutenant, je peux toucher cette ouverture d'ici. » Hargrove regarda la hampe de bambou dans les mains de Riley, puis le bunker à 70 mètres en amont. « Avec ça ? » ?»« Oui, mon lieutenant. »« Vous êtes fou. »« Probablement, mon lieutenant, mais je peux réussir ce lancer. » Hargrove l'étudia. Autour d'eux, les Marines étaient accroupis dans les broussailles, attendant l'artillerie. Cela pouvait prendre 30 minutes ou 3 heures. Le bunker japonais contrôlait la piste. Sans le neutraliser, le peloton ne pouvait avancer, ne pouvait amener de ravitaillement, ne pouvait renforcer les positions devant. « Un lancer, » dit Hargrove. « Ensuite, vous vous baissez. »« Oui, mon lieutenant. » Riley se déplaça au bord de la piste où il avait une ligne de vue dégagée. Le bunker était en amont à un léger angle, l'ouverture de tir visible, mais étroite, peut-être 20 cm de haut, 30 de large. Le canon de la mitrailleuse dépassait légèrement. 70 mètres en amont, vent de travers depuis la gauche. Il ajusta sa prise, sentant le point d'équilibre. La hampe était plus grossière que des javelots de compétition, plus lourde à l'avant, mais le principe était le même. La vitesse et l'angle de détente décidaient de tout. Il recula de 6 pas. L'élan devait être parfait. Trop rapide, et il perdrait le contrôle. Trop lent, et il perdrait de la vitesse. Il lui fallait une accélération explosive à la détente, son poids corporel transmis dans le lancer. Sa respiration ralentit, sa concentration se resserra. L'ouverture de tir devint la seule chose au monde. 3 pas, 4, 5, pied d'appui, croisé, détente. Le javelot quitta sa main à environ 95 km/h, tournant légèrement, la pointe d'acier en avant. Il parcourut 70 mètres en un peu moins de 2 secondes. Il frappa en plein centre de l'ouverture de tir. L'impact ne fut pas bruyant, un bruit sourd de métal sur du bois, mais l'effet fut immédiat. Des cris de l'intérieur du bunker. La mitrailleuse se tut. Les Marines fixaient l'endroit, bouche bée. « Putain de merde !» murmura quelqu'un. Riley saisit son deuxième javelot et lança à nouveau pendant que les Japonais réagissaient encore. Celui-ci entra avec un angle plus prononcé, traversant l'ouverture et s'enfonçant vers le bas. Encore des cris, puis le silence. « Cessez le feu !» ordonna Hargrove, bien que personne ne tirait. « Riley, restez ici. Première équipe, avancez et nettoyez. » 4 Marines avancèrent prudemment, grenades en main. Ils atteignirent le bunker, regardèrent à l'intérieur, puis firent signe que c'était nettoyé. Hargrove monta la colline avec Riley derrière lui. À l'intérieur du bunker, 2 soldats japonais étaient morts. L'un avait été touché à la poitrine par le premier javelot, l'autre à la gorge par le second. La mitrailleuse était abandonnée. « Jésus-Christ !» murmura Hargrove. Le chef d'équipe, le sergent Mike Dawson, du Tennessee, ramassa un des javelots et l'examina. « C'est vous qui avez fait ça ?»« Oui, sergent. »« Jusqu'à quelle distance pouvez-vous lancer ces choses ?»« 70, peut-être 80 mètres si je lance en descente. » Dawson regarda Hargrove. « Mon lieutenant, cela change la donne. » Hargrove opina lentement. « Soldat Riley, fabriquez-en d'autres. C'est un ordre. »« Combien, mon lieutenant ?»« Autant que vous pourrez. » Cette nuit-là, Riley travailla dans son trou d'homme à la lumière du feu, sous la supervision de Dawson. D'autres Marines se rassemblèrent pour regarder.
Il avait rapporté plus de bambous du bosquet, plus de ferraille du parc automobile. Il tailla, équilibra, testa, ajusta. À minuit, il avait 12 javelots. Pas parfaits, mais fonctionnels. Chacun faisait environ 1,20 m de long, avec des pointes d'acier fixées avec du fil de fer, équilibrées pour le lancer. « Apprenez-moi », dit Dawson. « Cela prend des années pour lancer avec précision. » « Alors, apprenez-moi à lancer de façon acceptable. Nous avons besoin de plus de lanceurs. » Alors Riley lui enseigna les bases. Prise, élan, point de détente. Dawson s'entraîna sur des arbres, ratant plus souvent qu'il ne touchait, mais apprenant. Sa discipline militaire l'aidait. Il suivait les instructions avec précision, répétait les mouvements jusqu'à ce que la mémoire musculaire se forme. Au 14 avril, 3 autres Marines avaient commencé l'entraînement. Aucun ne pouvait égaler la précision de Riley, mais il pouvait toucher des cibles à 40 mètres régulièrement. C'était suffisant pour la plupart des engagements de bunkers. La nouvelle se répandit dans la compagnie par des canaux informels. Un simple soldat avait inventé une arme qui fonctionnait mieux que les grenades. Il pouvait toucher des bunkers à des distances qui laissaient que les Marines en vie. Les officiers ne savaient pas s'ils devaient le féliciter ou l'arrêter. 13h47, le 14 avril 1944. Le deuxième peloton faisait face à un point fortifié japonais sur la colline 155, une position qui avait repoussé 2 assauts précédents. Les renseignements signalaient plusieurs bunkers, des champs de tir imbriqués et au moins 30 défenseurs. La colline contrôlait une voie de ravitaillement vitale. La prendre était essentiel. Le lieutenant Hargrove briefa le peloton ce matin-là. Assaut standard. Première équipe supprime. Deuxième équipe avance avec des grenades. Troisième équipe exploite. Préparation d'artillerie à 13h. Attaque à 13h30. Riley leva la main. Mon lieutenant demande la permission d'ouvrir la voie avec les javelots. Négatif. C'est un assaut au niveau de la compagnie. Nous suivons le règlement. Mon lieutenant. C'est tout. Soldats. L'assaut se déroula exactement comme le prescrivait la doctrine. L'artillerie pilonna la colline pendant 20 minutes. Les Marines avancèrent en 3 vagues. Les mitrailleuses japonaises ouvrirent le feu depuis des positions camouflées. Les grenades volèrent, la plupart manquèrent leur cible. À 14h15, 11 Marines étaient morts. Le peloton n'avait gagné que 15 mètres. Hargrove était accroupi dans un cratère d'obus, le visage maculé de boue et de frustration. Riley glissa dans le cratère à côté de lui, portant 6 javelots. « Je ne vous ai pas autorisé. »« Faites-moi passer en cour martiale plus tard, mon lieutenant. Pour l'instant, laissez-moi travailler. » Hargrove regarda la colline, les Marines morts éparpillés sur l'approche, les bunkers qui crachaient encore le feu. « Si vous vous faites tuer, je n'expliquerai pas cela au bataillon. »« D'accord. » Riley rampa en position basse vers un endroit avec des lignes de vue dégagées. Le bunker principal se trouvait à 70 mètres en amont. L'ouverture de tir était visible entre les sacs de sable. 2 bunkers secondaires le flanquaient à 55 mètres chacun. Des trous d'araignée parsemaient la pente. Il identifia les cibles systématiquement. Bunker principal en premier pour éliminer la mitrailleuse lourde, puis les positions de flanc, puis les trous d'araignée individuels. 8 lancés s'il était parfait, peut-être 10 s'il manquait. Il se leva, planta ses pieds et lança. Le premier javelot vola droit, entrant dans l'ouverture du bunker principal. Des cris. La mitrailleuse s'arrêta. Rechargement, ajustement. Deuxième lancé sur le bunker de gauche, 60 mètres latéralement et en amont. Le javelot frappa haut, mais pénétra. Les tirs de fusil depuis cette position cessèrent. Troisième lancé sur le bunker de droite. Légèrement décalé, frappa le mur de sac de sable à 5 cm à gauche de l'ouverture, mais l'impact créa assez de choc pour que le défenseur à l'intérieur flanche. Riley lança à nouveau, cette fois à travers l'ouverture. Silence. Les soldats japonais dans les trous d'araignée comprirent ce qui se passait. Ils commencèrent à tirer directement sur Riley, mais il s'était positionné derrière un tronc d'arbre qui offrait une couverture partielle. Les balles éclatèrent l'écorce à quelques centimètres de son visage. Quatrième lancé,
sur un trou d'araignée à 40 mètres en amont. Le soldat à l'intérieur était exposé de la poitrine vers le haut, tirant au fusil. Riley ajusta pour la distance plus courte, lança plus à plat. Le javelot frappa le soldat à l'épaule et le projeta en arrière dans le trou. 5e lancé sur un autre trou d'araignée. Celui-ci à 45 mètres à droite. La hampe de bambou plia légèrement en vol. Les armes improvisées étaient moins constantes que les javelots de fabrication industrielle. Mais la pointe d'acier resta droite. Touché. 6e lancé sur un bunker qu'il n'avait pas vu initialement. Partiellement camouflé avec des palmes. 65 mètres, angle étroit. Il attendit le flash de la bouche pour confirmer la position, puis lança. Le javelot disparut dans l'ombre. Un moment plus tard, les tirs de fusil s'arrêtèrent. 7e lancé sur un soldat qui sortit de sa cachette et tenta de courir latéralement à travers la colline. 70 mètres, cible mobile. Riley prit de l'avance d'1 mètre, lâcha, et regarda le javelot décrire une légère courbe dans le vent de travers. Le soldat tomba. 8e lancé sur le dernier trou d'araignée visible. 55 mètres, en plein centre. Le soldat à l'intérieur devait être en train de recharger, car il ne réagit qu'au moment où le javelot était déjà en vol. Il le frappa haut dans la poitrine. Un silence s'étendit sur la colline comme une vague. Plus de tirs de mitrailleuse, plus de fusils, plus de mouvements. Les Marines regardaient Riley. Il lui restait 2 javelots, mais plus de cibles. De la fumée s'échappait des bunkers. Des corps gisaient immobiles dans les trous d'araignée. « Première équipe, avancée et nettoyée !» ordonna Hargrove, la voix sèche. Les Marines montèrent la colline avec prudence, s'attendant à une résistance. Ils trouvèrent 8 soldats japonais morts, 1 blessé, et plus aucune volonté de combattre dans la position. Le bunker principal contenait 2 autres défenseurs qui se rendirent quand les Marines apparurent à l'entrée. Le sergent Dawson parcourut la colline, examinant chaque cible que Riley avait touchée. Les javelots sortèrent des bunkers et des trous d'araignée comme des flèches grotesques. Les pointes d'acier avaient pénétré les sacs de sable, les rondins et les corps humains avec la même efficacité. 8 lancés, dit Dawson quand Riley le rejoignit au sommet. 8 touches, portée maximum 70 mètres. C'était l'angle, sergent. J'avais l'avantage du terrain en hauteur pour la plupart des lancers. Pas de fausse modestie, vous venez de prendre une colline fortifiée avec du bambou et de la ferraille. Le lieutenant Hargrove atteignit le sommet et regarda en bas vers les positions américaines. De là-haut, la zone de mise à mort était évidente. 3 bunkers parfaitement positionnés pour créer des couloirs de tir croisés. Un assaut conventionnel aurait coûté au minimum 30 pertes. « Combien avons-nous perdu ?» demanda Riley. 11 avant que vous ne commenciez à lancer. Aucun après. Hargrove se tourna vers Riley, l'expression indéchiffrable. « Soldats, vous venez de violer environ 14 règlements que je peux citer de mémoire. Armes non autorisées, tactique de franc-tireur, ordre direct, ignoré. Oui, mon lieutenant. Vous avez aussi probablement sauvé 30 hommes, peut-être plus. Je faisais juste mon possible pour aider, mon lieutenant. Je sais. » Hargrove sortit une cigarette, l'alluma, en offrit une à Riley. Les 2 hommes fumèrent en silence, regardant la boucherie en contrebas. « Cela va causer des problèmes, » dit enfin Hargrove. « Je sais, mon lieutenant. La division n'aimera pas que vous ayez inventé une nouvelle arme sans l'approbation du génie. Elle n'aimera surtout pas que cela fonctionne mieux que les grenades. Dois-je détruire les javelots? Sûrement pas. Fabriquez-en plus. Apprenez à plus de Marines à les lancer. Nous avons encore 3 semaines de combat sur cette île, et je n'enverrai plus d'hommes contre des bunkers avec seulement des grenades. Et les règlements, mon lieutenant? Hargrove sourit avec amertume. Au diable les règlements. Je dirai au bataillon que c'était mon idée. En fin de journée, l'histoire s'était répandue dans le régiment. Un simple soldat de Pittsburgh avait fabriqué des lances en bambou et tué 8 soldats japonais en 4 minutes sans perdre un seul marine. Les officiers n'y crurent pas avant de marcher sur la colline 155 et de voir les preuves.
Le capitaine Raymond Walsh, le commandant de la compagnie, arriva à la position de Hargrove à 19 heures. « Je dois voir cette arme. » Hargrove lui tendit un des javelots de Riley. Walsh l'examina. Hampe de bambou enveloppée de fils de fer pour la prise. Pointe d'acier fixée avec plus de fils de fer. Équilibre quelque part entre l'avant et le centre. Brut, mais fonctionnel. Et votre soldat peut lancer cela avec précision à 70 mètres? Il l'a démontré aujourd'hui, mon capitaine. 8 pour 8. Je veux le voir lancer. Ils trouvèrent Riley dans son trou d'homme en train de tailler un autre javelot. Dawson avait installé un champ de tir de fortune à 30 mètres dans la jungle. 3 rondins positionnés à 20, 40 et 60 mètres, chacun marqué de peinture blanche. « Soldat Riley, » dit Walsh, « j'ai compris que vous étiez un tireur d'élite. »« Je peux lancer droit, mon capitaine. »« Montrez-moi. » Riley saisit un javelot fini et marcha jusqu'à la ligne de lancer marquée par Dawson. Il lança 3 fois en succession rapide. 20 mètres, en plein centre. 40 mètres, en plein centre. 60 mètres, légèrement haut, mais touchant quand même la cible. Walsh regarda le 3e javelot vibrer dans le rondin. « À quelle vitesse pouvez-vous en produire ?»« Peut-être 10 par jour si j'ai le matériel, mon capitaine. Plus si d'autres Marines m'aident. » « Combien de Marines pouvez-vous former à lancer de façon acceptable ?»« Cela dépend du Marine. Certains apprendront vite. D'autres ne seront peut-être jamais précis au-delà de 30 mètres. Mais 30 mètres, c'est toujours mieux que les 15 ou 20 que nous obtenons avec les grenades. » Walsh opina lentement. « Soldats, je vous autorise à former tous les volontaires. Je réquisitionne aussi du bambou et de la ferraille du parc automobile. Vous aurez du matériel pour 50 javelots d'ici demain. » « Mon capitaine, il y aura probablement des réticences en haut lieu. Ce n'est pas standard. » « Laissez-moi m'inquiéter des hautes sphères. Vous, inquiétez-vous de garder mes marines en vie. »« Oui, mon capitaine. » Cette nuit-là, 12 marines se portèrent volontaires pour l'entraînement au javelot. Riley les instruisit par groupe de 4, se concentrant sur la forme de base. Prise, élan, point de détente. Il n'attendait pas de personne qu'elle égale sa précision, mais même une capacité à 40 mètres sauverait des vies. Le sergent Dawson se révéla le meilleur élève. À minuit, il pouvait toucher un rondin à 50 mètres 3 fois sur 5. Cela faisait de lui le 2e meilleur lanceur de la compagnie. « Ça semble mal, » dit Dawson pendant une pause. « Utiliser des lances comme si nous étions des hommes des cavernes. »« Nous utilisons ce qui fonctionne, » répondit Riley. « Ce n'est pas l'homme des cavernes, c'est l'intelligence. » Mais la critique persistait. Quand les autres compagnies entendirent parler des javelots, les réactions varièrent. Certains marines s'étaient intrigués. D'autres s'en moquaient, les trouvant primitifs, ridicules, indignes de la guerre moderne. « Les lanceurs de saguets de Riley », les appela un caporal. « La prochaine fois, ils lanceront des cailloux. » Hargrove mit fin à cela rapidement. Le soldat Riley a pris la colline 155 sans perdre un homme. Quand vous pourrez égaler cela avec des grenades, vous pourrez critiquer ses méthodes. Les critiques cessèrent, mais le scepticisme demeura. Le 18 avril, le 2e bataillon lança un assaut coordonné sur un dépôt de ravitaillement japonais à 3 km à l'intérieur des terres. Les renseignements indiquaient de lourdes défenses, au moins 6 bunkers, plusieurs nids de mitrailleuses et une force estimée à la taille d'une compagnie. Le capitaine Walsh assigna Riley et 3 autres Marines formés au javelot au 1er peloton en tant qu'élément expérimental. Leur mission, neutraliser les bunkers avant l'assaut conventionnel. L'approche se faisait à travers une jungle dense, la visibilité limitée à 20 mètres. Les défenses japonaises étaient positionnées sur une crête surplombant le dépôt, créant des points de blocage naturels qui canalisaient les assaillants dans des zones de mise à mort. À 8 heures, le 1er peloton prit contact. Des tirs de mitrailleuses éclatèrent depuis des bunkers camouflés. Les marines se jetèrent au sol. Riley, Dawson et 2 autres lanceurs, les soldats Luis Garcia du Nouveau-Mexique et Thomas Tiny Henderson de l'Alabama, avancèrent pour évaluer les cibles. Le bunker principal se trouvait à 65 mètres en amont.
l'ouverture de tir à peine visible à travers le feuillage. 2 positions secondaires le flanquaient à 45 mètres chacune. « Garcia, prenez le bunker de gauche, » dit Riley. « Henderson, celui de droite. Dawson, vous êtes en soutien pour celui qui manque. Je prends le centre. » Ils se dispersèrent, trouvant des positions de lancer avec des lignes de vue dégagées. La coordination était improvisée. Pas de doctrine officielle pour l'assaut au javelot, mais la logique était évidente. Supprimer toutes les positions simultanément pour empêcher le soutien mutuel. « À mon signal !» appela Riley. « 3, 2, 1, lancez !» 4 javelots volèrent en amont à travers le feuillage de la jungle. Celui de Riley frappa le bunker central en plein centre, traversant l'ouverture. Celui de Garcia frappa le bunker de gauche en haut, mais pénétra le mur de sacs de sable. Le lancer d'Henderson partit trop à droite par inexpérience et nervosité. Mais le lancer de soutien de Dawson frappa parfaitement le bunker de droite. 3 bunkers neutralisés en 5 secondes. Les défenseurs japonais dans les trous d'araignée réagirent, tirant sur les lanceurs de javelots. Mais les Marines avec des fusils s'étaient déjà déplacés sur des positions de flanc. Des tirs concentrés supprimèrent dans les trous d'araignée pendant que Riley et son équipe lançaient à nouveau. 2 autres touches. 2 autres trous d'araignée réduits au silence. La force d'assaut avança. Le premier peloton nettoya la ligne de crête en 11 minutes, avec 3 Marines blessés et aucun mort. Après la bataille, le commandant Paul Hendricks, l'officier exécutif du bataillon, inspecta les positions japonaises. Il compta 7 impacts directs de javelots sur 3 bunkers et 4 trous d'araignée. Chaque pénétration avait été nette, les pointes d'acier enfoncées à travers le bois, les sacs de sable et les corps avec assez de force pour tuer ou mettre hors de combat. Il trouva Riley adossé à un arbre, couvert de boue et de sueur. « Soldat, j'ai besoin de votre nom complet et de votre numéro de matricule. » L'estomac de Riley se serra. C'était le moment. Cour martiale, arme non autorisée, violation du « parce que je vous recommande pour une Bronze Star. » Riley cligna des yeux. « Mon commandant ? Votre innovation a sauvé des douzaines de vies. Cela mérite une reconnaissance. » « J'apprécie, mon commandant, mais je faisais juste mon travail. » « Votre travail est de suivre les ordres. Vous avez inventé un nouveau système d'armes et formé d'autres Marines à l'utiliser. C'est une initiative exceptionnelle. » Hendricks se tourna vers le capitaine Walsh, qui se tenait à proximité. « Ray, je veux que cela soit formalisé. Faites-moi un rapport sur l'efficacité des javelots, précision, portée, réduction des pertes. Je porte cela à la division. » Walsh opina. « Mon commandant, il y aura probablement des résistances. Ce n'est pas un équipement standard. Je m'en fiche. Les Marines meurent parce que les grenades ne fonctionnent pas au-delà de 20 mètres. Si les javelots fonctionnent à 70 mètres, nous utilisons les javelots. Trouvez la logistique. » La semaine suivante, le programme des javelots s'étendit rapidement, mais discrètement. La division ne l'approuva jamais officiellement. Aucun mémorandum ne fut publié. Aucun manuel d'entraînement ne fut écrit. Mais la nouvelle se répandit par des canaux informels qu'un simple soldat de Pittsburgh avait quelque chose qui fonctionnait. Au 30 avril, 6 compagnies avaient des Marines formées au javelot. La production était encore improvisée. Bambous de bosquets locaux, acier de véhicules détruits, fils de fer d'équipements de communication. Mais la production atteignit 70 javelots par semaine. Les taux de perte pour les assauts de bunkers chutèrent de manière mesurable. Les compagnies utilisant les javelots rapportèrent des taux de perte de 18 à 22%, contre 38 à 45% pour les compagnies ne comptant que sur les grenades. La différence était la distance. Les javelots permettaient aux Marines d'engager les bunkers depuis 55 à 70 mètres au lieu de 15 à 20. Vies sauvées. Les estimations varient, mais une analyse conservatrice attribue au programme des javelots la réduction d'environ 90 pertes sur 3 semaines. Puis les Japonais remarquèrent. Le 3 mai, une patrouille américaine trouva un officier japonais mort portant un croquis détaillé d'un marine lançant ce qui semblait être une lance. Du texte japonais annotait l'image. Une traduction approximative indiquait « Nouvelle tactique américaine » et « Arme de pénétration à longue portée ».
Les officiers du renseignement étaient perplexes. Ils documentent des lances de bambou improvisées. Ils documentent ce qui tue leurs soldats, dit Riley quand on lui montra le croquis. Des preuves supplémentaires émergèrent lors d'interrogatoires de prisonniers. Des défenseurs japonais décrivirent des attaques américaines utilisant de longues lances de jet qui frappaient depuis des distances inattendues. Plusieurs mentionnèrent avoir vu des Marines avec des armes primitives semblant anachroniques, mais d'une efficacité dévastatrice. Plus révélateur encore, la doctrine tactique japonaise commença à s'adapter. Les bunkers furent repositionnés plus profondément dans la couverture de la jungle. Les ouvertures de tir furent encore rétrécies. Certaines positions ajoutèrent un camouflage aérien spécifiquement pour briser la ligne de vue depuis les positions de lancer. L'ennemi s'adaptait pour contrer une arme qui officiellement n'existait pas. Le 7 mai, le corps des Marines reconnut silencieusement la réalité. Une note classifiée du quartier général de la division autorisa les armes de fortune à distance pour l'assaut de bunkers, sans mentionner spécifiquement les javelots. Elle autorisait les commandants de compagnie à employer des solutions innovantes développées par nécessité opérationnelle et demandait une évaluation du génie des systèmes auxiliaires anti-bunker. Traduction, continuez à faire ce qui fonctionne, mais n'attirez pas l'attention. Personne ne fut traduit en cour martiale. Personne ne reçut de reconnaissance officielle au-delà de la recommandation de Bronze Star du capitaine Walsh, qui disparut dans la bureaucratie et ne refit jamais surface. Riley continua à former des Marines et à produire des javelots. Au 15 mai, lorsque la résistance japonaise organisée à Bougainville prit effectivement fin, 14 compagnies avaient une capacité en javelots. Production estimée, 340 javelots fonctionnels. Lanceurs formés, 67 Marines. Réduction du taux de perte dans les unités équipées de javelots, 31%. L'innovation fonctionna, mais elle ne devint jamais une doctrine. Après Bougainville, l'unité de Riley fut redéployée à Guadalcanal pour du repos et du rééquipement. Les javelots restèrent sur place, enterrés dans la jungle ou brûlés avec d'autres déchets. Personne ne les transporta. Personne ne les documenta. Personne ne rédigea de rapport sur leur efficacité. En juin 1944, Riley reçut l'ordre de se présenter au quartier général du corps des Marines à Washington, D.C. Il supposa que c'était lié à la recommandation de Bronze Star. Ce n'était pas le cas. Le colonel James Merritt, un officier de carrière avec une vaste expérience en approvisionnement, rencontra Riley dans un petit bureau de la Marine Barracks. Soldat Riley. J'ai lu les rapports d'après-action de Bougainville. Lecture fascinante. Merci, mon colonel. 12 officiers différents mentionnent des armes de fortune à distance, réduisant les pertes lors des assauts de bunkers. 9 vous mentionnent spécifiquement. Pourtant, il n'y a aucune documentation officielle sur la nature de ces armes ou leur fonctionnement. Sécurité opérationnelle, mon colonel. Embarras bureaucratique. Vous avez inventé quelque chose qui fonctionne mieux que l'équipement réglementaire. Cela rend les gens mal à l'aise. Merritt ouvrit un dossier contenant des photographies des javelots de Riley, des croquis des techniques de lancer et une analyse statistique des taux de perte. Le génie veut tester votre conception, voir si nous pouvons fabriquer des versions standardisées. C'est une bonne nouvelle, mon colonel. Ça le serait s'il ne prévoyait pas de prendre 6 mois pour le faire. D'ici là, la campagne aura évolué. Terrain différent, tactiques différentes. Les javelots fonctionnent très bien dans les assauts de bunkers en jungle. Moins utiles en guerre urbaine ou dans les sauts d'îles. Riley ne dit rien. L'implication était claire. Soldats, le corps des Marines apprécie l'innovation, mais nous apprécions aussi la logistique, la standardisation et l'adhésion à la doctrine établie. Vos javelots ont sauvé des vies. Ils ont aussi créé un cauchemar logistique. Comment les fabriquons-nous ? Les distribuons-nous? Formons-nous les remplaçants? Les entretenons-nous? Vous ne le faites pas, mon colonel. Vous donnez aux Marines du bambou et de la ferraille, et vous les laissez fabriquer les leurs. C'est ainsi que l'innovation se produit réellement au combat. Merritt sourit. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le corps des Marines, mon garçon. Nous sommes une institution. Les institutions ont besoin de procédures. Les hommes ont besoin d'outils qui les gardent en vie, mon colonel. D'accord. Mais parfois,
Ces outils ne rentrent pas dans des catégories bien définies. La réunion se termina sans résolution claire. Riley fut assigné à un bataillon d'entraînement à Camp Pendleton où il enseigna les tactiques de petites unités aux Marines de remplacement. Il mentionna les javelots occasionnellement, mais sans matériel ni soutien officiel, le concept resta théorique. En août 1944, le programme des javelots à Bougainville était oublié. Les Marines qui les avaient utilisés étaient dispersés dans tout le Pacifique. Les armes elles-mêmes avaient pourri dans la jungle. Aucune documentation ne survécut dans les archives officielles. L'innovation était morte. Riley servit dans le Pacifique jusqu'en septembre 1945. Il participa aux opérations sur Iwo Jima et Okinawa, où le terrain et les tactiques rendaient les javelots impraticables. Il ne lança plus jamais de javelot au combat. Après la capitulation du Japon, il retourna à Pittsburgh. Il travailla dans le bâtiment pendant 2 ans, puis prit un emploi dans un atelier d'usinage fabriquant des pièces industrielles. Il se maria en 1948, eut 3 enfants, vécut dans le même quartier où il avait grandi. Il ne parla jamais de la guerre. Quand on le pressait, il disait « J'ai fait mon travail, je suis rentré, c'est suffisant ». En 1962, un historien militaire recherchant l'innovation dans le corps des Marines tomba sur les références fragmentaires aux armes à distance dans les rapports de Bougainville. Il retrouva Riley par le biais d'associations d'anciens combattants. « Est-ce vrai que vous avez inventé des lances, des javelots ? » « Je ne les ai pas inventés. Les Grecs les avaient il y a 3000 ans. Mais vous les avez utilisés contre des bunkers pendant environ 3 semaines. Puis l'état-major a décidé que c'était trop bizarre. » L'historien publia un court article dans une revue militaire. Il mentionna le nom de Riley une fois. Aucune recherche de suivi n'eut lieu. L'histoire resta obscure. Jack Riley mourut en 1989 à l'âge de 67 ans d'une insuffisance cardiaque. Sa nécrologie dans le Pittsburgh Post-Gazette faisait 4 paragraphes. Elle mentionnait son service dans les Marines, son travail à l'atelier d'usinage, ses 3 enfants et 7 petits-enfants. Elle ne mentionnait pas la colline 155, les javelots ou les 90 Marines dont il avait probablement sauvé la vie. Son petit-fils trouva une unique photographie des années plus tard en nettoyant la maison. Riley, en tenue de jungle, tenant une hampe de bambou avec une pointe d'acier, à côté du sergent Dawson. Les 2 hommes souriaient. Au dos de la photo était écrit « Bougainville, avril 1944. Les lanceurs de Saguet ». C'est ainsi que l'innovation se produit réellement à la guerre, non pas par des comités d'approvisionnement ou des canaux officiels, mais par des hommes du rang qui voient des problèmes et les résolvent avec les matériaux qu'ils peuvent récupérer, par des Marines prêts à risquer la cour martiale pour sauver leurs amis, par des sergents qui ferment les yeux quand les règlements entrent en conflit avec la réalité. Le corps des Marines n'adopta jamais les javelots de Riley, mais pendant 3 semaines au printemps 1944, ils furent l'arme anti-bunker la plus efficace du théâtre du Pacifique. Et ce simple soldat de Pittsburgh, qui avait appris à lancer de son grand-père, qui avait grandi à transporter de la ferraille à Polish Hill, qui ne pouvait pas suivre une doctrine stupide même quand on le lui ordonnait, sauva plus de vies que la plupart des généraux. Il n'en reçut simplement jamais le crédit.